Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Marine Le Pen est à Mayotte, l'occasion de revenir un instant et bien sûr nous allons reparler avec vous, Gabriel Cluzel et Nathan Devers, de ce classement du JDD. On en a parlé hier, des classements des personnalités françaises. Nous sommes avec Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Alors Frédéric Dabi, d'abord il y a un petit mot, je voudrais que vous expliquiez aux auditeurs d'Europe 1 qui m'a beaucoup amusé, c'est l'amélipoulénisation de ce classement. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Europe 1 ce que ça signifie? Non, c'était l'idée que dans ce classement, on voit apparaître à des niveaux très très élevés des personnalités qui incarnent une nostalgie, qui incarnent un âge d'or que les Français connaissent depuis tout petit. Jean-Jacques Goldman, il y a Eddie Mitchell qui rentre à la 20e place, il y a Pierre Richard qui est à la 6e place, Christian Clavier. C'est des personnes, c'est l'anti-télé-réalité. D'ailleurs, Pascal, dans l'histoire du classement IFOP JDD du top 50, qui a été créé en 1988, c'est le plus ancien classement, jamais une personnalité de la télé-réalité a réussi à passer la rampe de la 50e place. Je dis bien, c'est-à-dire qu'en fait, elle dure pas longtemps. Donc le problème, c'est que les Français n'ont pas le temps de s'y attacher. Exactement. Vous avez tout compris, mais c'est vrai que par exemple, Aya Nakamura, qui a frappé pendant les Jeux Olympiques, est à la 88e place. Elle n'a pas passé non plus la rampe. Les Français préfèrent des personnalités qui incarnent des valeurs de longévité, de proximité, d'authenticité. Michel Sardou également, qui est toujours en très bonne place. Même s'il est en baisse des personnalités. C'est vrai que quand on regarde le premier classement de 1988, il y avait déjà, par exemple, Eddie Mitchell, il y avait par exemple Pierre Richard, Goldman également, Goldman qui en est à son 14e accessite en première position, et sans doute va-t-il battre le record de l'abbé Pierre et peut-être celui de Jacques-Yves Cousteau. Incroyable. Juste une question quand même. Comment, dans ce contexte, vous nous expliquez que Marine Le Pen et Jordan Bardella soient en tête du classement? Pardon, parce que je crois qu'on est 10 et 11e position, donc c'est vrai que c'est ça qui je voulais vous entendre là-dessus, on voulait vous entendre. C'est vrai que c'est une véritable rupture dans l'histoire du top 50. C'est quoi l'histoire du top 50 depuis 1988? En 88, il y avait une quinzaine de personnalités politiques dans les 50 personnalités préférées. Il y avait Georges Marchais, François Mitterrand qui était 3e, Jacques Chirac, Giscard d'Estaing, Jean-Marie Le Pen même qui était au 48e rang de mémoire. Et l'histoire du top 50, c'est un effacement des personnalités politiques, reflet de la défiance des Français à leur égard. Et là, déjà l'année dernière, rappelez-vous, Jordan Bardella est arrivé en 30e position, ça lui était jamais arrivé, et là, clairement, il y a ce coup double avec Marine Le Pen 11e, Bardella 10e, c'est le reflet de beaucoup de choses, c'est le reflet de l'année électorale assez extraordinaire du RN, même si le RN a été battu nettement aux élections législatives par le Front républicain, mais le RN, Marine Le Pen et Bardella ont gagné les européennes, sont arrivés nettement en tête aux élections législatives au premier tour, et tout ça, ça marque les Français, ça structure le champ politique, mais c'est vrai quand on regarde les personnalités testées, les personnalités politiques, on en a testé 30, on n'en avait jamais testé autant dans l'histoire du top 50, c'est dans le contexte du remaniement, de l'arrivée de François Bayrou et d'un nouveau gouvernement. Seule Marine Le Pen d'un côté, Jordan Bardella de l'autre, arrive à passer la rampe et elle se classe même à un niveau très élevé. Marine Le Pen est la personnalité de sexe féminin préférée des Français. Mais ça vous surprend ça, peut-être Gabriel Cluzel, non ? Écoutez, moi, ce qui me frappe, si on fait un peu une synthèse de tout ce qui a été dit, du politique et du non politique, c'est que aujourd'hui, ce que l'on appelle couramment l'élite, en tout cas les artistes, les journalistes, les intellectuels, les médias de façon générale, les politiques aussi, ne sont plus prescripteurs pour les Français. Les Français suivent leur idée. Très simplement. Donc on leur dit que Aya Nakamura c'est l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut aimer, et ils sont voués aux gémonies s'ils n'apprécient pas. Eux, quand il s'agit de voter, non, c'est pas pour elle qu'ils votent, c'est pour d'autres personnalités. Et sur le plan politique, c'est vraiment tout à fait pareil, comme si c'était même le contraire. On a l'impression que ce qui étaient des prescripteurs aujourd'hui sont des gens pour les Français qui indiquent une boussole qui indique le sud, vous voyez. Donc Marine Le Pen, il faut quand même voir le front républicain, quand même l'opération de diabolisation générale, et les Français répondent non, en fait on n'a pas été convaincus, c'est même elle qui va être la femme la plus appréciée. Donc moi il me semble que ce signal-là, le hiatus entre la prescription et le résultat final devrait être pris avec beaucoup de sérieux par les observateurs de la vie politique et de la société française. Nathan Devers. Alors, c'est incontestable que le Rassemblement national, et le Front national même avant, depuis 20 ans,
plus, est dans une logique d'ascension quasiment permanente. Alors on parle du plafond de verre, vous savez, c'est la question d'Achille et la tortue, à partir de quand on arrive à se dépasser. Mais en tout cas, ça monte incontestablement. Et donc, il est presque en un sens logique d'observer que dans ce contexte-là, Marine Le Pen est plus populaire qu'elle ne l'était avant dans le classement des personnalités. Ce que j'observe cependant, c'est que Marine Le Pen, globalement, si on observe sa cote de popularité sur le long terme, en général, elle monte dans les périodes où elle est en retrait politique. Dans les périodes où elle s'exprime peu, et où elle capitalise sur les erreurs de ses adversaires. Alors quand j'ai dit ça hier, on m'a objecté que c'est vrai qu'elle a fait un journal de 20 heures et qu'on a parlé d'elle au moment de son procès, et que la motion de censure, c'est vrai, elle a parlé, elle n'était pas dans un silence absolu, mais globalement, la scène politique depuis les législatives, elle est occupée essentiellement, par la difficulté du bloc central à construire un gouvernement, par les hurlements, la bordélisation de l'Assemblée, par la France insoumise, etc., etc. Et que elle, avec sa stratégie de la cravate, de la respectabilisation, en faisant parler de soi au minimum, elle monte. Et c'est vrai que si on applique cette logique-là aussi, en tout cas par rapport au passé, souvent, quand une campagne électorale commence, et donc qu'elle est dans une situation où elle doit vraiment monter devant de la scène, prendre énormément la parole et être dans la lumière, et sans capitaliser passivement sur la rente là, indirecte. Elle est à Mayotte, là, en ce moment, elle a pris la parole, elle a dit que le gouvernement n'allait pas assez loin. Mais souvent, elle descend. Et surtout, quand il s'agit pour elle de présenter son programme, et pas seulement de critiquer les erreurs de ses opposants. Parce que si vous voulez, elle a une position assez luxueuse depuis qu'elle a repris le parti de son père, c'est que comme elle a jamais été au pouvoir, elle a cette position où elle a les mains absolument pures de pouvoir critiquer ce que font tous ses opposants. Et il est vrai que dès lors qu'elle montre son programme, ou lors des dernières élections législatives, ça c'était Jordan Bardella, mais en tout cas qui montre leur candidat, évidemment ça descend parce qu'il y a un problème d'abord d'idées, il y a un problème de niveau. Je renvoie au débat de 2017, jamais vraiment. Non, mais 2017, peut-être que ça s'est amélioré depuis. Oui, ça s'est peut-être amélioré, mais c'était c'est pas forcément l'excellence non plus. Et puis de candidats, on a vu les candidats qui sont sortis aux dernières élections législatives du côté du Rassemblement national, c'était vraiment lunaire. Donc voilà, il faut quand même avoir une certaine forme de prudence, je pense, par rapport à cette popularité. Et vous, Gabriel? Oui, non, mais c'est une remarque que j'entends souvent à son propos, c'est-à-dire que quand elle se tait, elle monte. Mais s'il suffisait de se taire pour monter, les autres se tairaient aussi. Hein. C'est une bonne stratégie. Pardon, mais j'en vois un petit peu les limites. Mais moi, ce qui me frappe, notamment dans le résultat précis de Marine Le Pen en tant que première femme appréciée par les Français, parce que dans ce top, il rentre un peu d'affectif. C'est plus seulement du politique, c'est un peu d'affectif. Et je me dis, la moitié de la population, sauf erreur de ma part, qui a dû être consultée, c'est pas évidemment tous les Français, c'est jamais qu'un sondage, mais avec ses limites, mais ce sont des femmes. Nous sommes d'accord. Eh bien, je me dis, toutes les féministes autour de nous qui prétendent défendre les femmes, Sandrine Rousseau, Mathilde Panot, enfin, je les cherche dans ce classement et elles n'y sont pas. Donc c'est vrai que là aussi, c'est un vrai sujet de réflexion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes se sentent sans doute, au moins pour grande partie d'entre elles, plus représentées par une Marine Le Pen qui a eu aussi ses souffrances. Vous savez, vous dites, elle parle pas, mais quand elle parle un peu plus d'elle aujourd'hui que jadis, et elle a eu un parcours quand même chaotique, même son échec face à Emmanuel Macron dans les débats, ça a été vécu comme une fêlure touchante, je pense, pour certains. Donc moi je suis très frappée de voir qu'avant on disait les femmes ne votent pas pour l'extrême droite parce qu'elles ont trop d'empathie naturellement pour aller voter, trop de générosité pour aller voter pour l'extrême droite, et aujourd'hui force est de constater que finalement d'autres femmes qui se mettent en avant comme féministes n'arrivent pas au même stade. Donc ça me semble assez troublant. Oui. On comprend. Frédéric Dabi, vous êtes toujours avec nous, directeur général adjoint de l'IFOP. Une question, est-ce que ce classement, en tout cas le classement de Marine Le Pen et Jordan Bardella, peut se traduire dans les urnes selon vous? Déjà, il s'est traduit dans les urnes. Vous l'avez dit, aux élections européennes, au premier tour des élections législatives, le RN est le premier parti de France. Par rapport à ce qu'a dit Gabriel Cluzel et ce qu'a dit Nathan Devers, faut toujours revenir à la question qui est posée. Ce classement, il existe depuis 1988. C'est pas un classement de beauté. C'est pas un classement, avez-vous de la sympathie, qui préférez-vous? On pose une question de sympathie, et c'est l'idée, est-ce que cette personnalité compte pour vous? Ce
ce qui explique l'amélipollinisation, c'est-à-dire des figures patrimoniales, des personnes qui sont des personnes refuges, des personnes qui incarnent un certain âge d'or. Pour Marine Le Pen, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la catastrophe du débat de 2017, les doutes sur sa personnalité peuvent revenir pendant une campagne électorale. Je suis ce qu'a dit Nathan Dever. Jamais Marine Le Pen n'a connu une véritable dynamique pendant une campagne de premier tour d'élection présidentielle. Elle a plutôt géré son avance et elle s'est parfois un petit peu érodée. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres enquêtes anciennes, je pense à la radioscopie du vote RN IFOP-JDD qu'on a fait pour la dernière fois en 2023, on voit que les éléments sur la personnalité, sur l'incarnation de Marine Le Pen jouent plus que par le passé que d'autres éléments qui sont la protestation, le RN fait des constats justes sur la société. Et n'oublions pas, le RN joue au maximum la dimension d'alternative. On ne nous a jamais essayé. C'est notre tour. Pourquoi pas eux, nous disent les Français dans nos enquêtes. Et c'est ce qui explique qu'elles ne soient pas, pour le moment, entachées par cette crise politique très dure que les Français voient, puisque ils ont une enquête IFOP-JDD d'il y a quelques semaines montré que 2/3 estimaient que le gouvernement Bayrou serait vite renversé. Donc elle joue la distinction et l'alternative, mais je le répète, ce n'est qu'un sondage sur les personnalités préférées, ce n'est pas un sondage électoral, ce n'est encore moins une élection. Voilà, il aura rappelé effectivement, mais c'est vrai que c'était assez surprenant de voir et Marine Le Pen et Jordan Bardella arriver dans ce classement des personnalités préférées des Français, surtout à ces si hauts niveaux. On avait besoin de votre expertise, Frédéric Dabi. Merci beaucoup de nous avoir apporté j'adore amélipollinisation du sondage. Oui, c'est intéressant ça. Ah, j'étais sûre que le philosophe Nathan Devers allait réagir. Je crois que derrière le mot de popularité, il y a des réalités qui sont très différentes et qu'il y a vraiment d'ailleurs une rupture générationnelle. Les grandes célébrités, il y avait le mot de star, Edgar Morin avait écrit un beau livre sur les stars. Oui. Le principe même de la star, c'est qu'elle est une étoile par l'obscurité et pas par la lumière. Ce qui fait que Catherine Deneuve est une star, c'est qu'elle parle jamais, c'est qu'on la voit jamais, c'est que du coup on peut fantasmer son existence sans rien savoir de ce qu'elle cache. Pareil pour Brigitte Bardot dans La Madrague, etc. Bon, aujourd'hui, on assiste à une nouvelle forme de célébrité qui, au contraire, fonctionne par l'exhibition. Et peut-être, j'en parlais hier avec Geoffroy Lejeune qui avait commandé cette enquête sur les personnalités préférées des Français. Peut-être que d'ici 20 ans, on aura essentiellement des influenceurs dans le classement des personnalités. Et c'est pas la même chose. D'abord parce qu'il y a absolument pas de mystère, donc il y a plus de stars. Et deux, parce que je pense que chez les influenceurs, vous n'avez pas une célébrité universelle. Ça fonctionne précisément par communauté. Donc vous pouvez avoir un influenceur qui va être une star absolue dans son domaine, celui de la cuisine, de ceci, de cela, et qui sinon vivra dans l'anonymat le plus complet. Et je crois quand même que le modèle de la star... Il n'y a plus de star fédératrice. Star fédératrice et mystérieuse, jeune, ça veut dire qui est devenu célèbre au moment des réseaux sociaux. J'en ai pas d'exemple. Non, c'est vrai, vous avez peut-être raison, Gabriel. Oui, moi, sur ce mot d'amélipollinisation, je dis très vite, je crois que ce qui est intéressant, c'est que Amélie Poulain, c'est une vision assez sépia de la société française. C'est un Paris fantasmé, de Montmartre, etc., etc. Et j'ai noté qu'il y avait eu aussi un classement des meilleures comédies récemment, et ce qui sortait, c'était aussi des comédies antédiluviennes. Non, des comédies, c'était la Grande Vadrouille, la 7e ça, c'est des Madeleine de Proust, mais ça en dit long là aussi sur la société parce que il y a quand même un vent de c'était mieux avant, on préférait Pompidou à Bérou, même si ça rime, etc., etc. Et ça dit quand même du malaise des Français aujourd'hui. Allez, il est 20h45 sur Europe 1.